Vous êtes aux alentours des années 70. Vous regardez le ciel en écoutant la radio et vous apprenez quelque chose de fou. L'humanité venait à peine de poser le pied sur la Lune. La course à l'espace et la révolution spatiale sont à leur paroxysme. On ramène des cailloux lunaires, les télescopes explorent les planètes voisines, etc. Mais vous êtes là, assis ou allongé dans votre jardin, à contempler l'immensité du ciel, avec une question au bord des lèvres. Une question qui brûlait encore toutes les imaginations. Jusqu'où peut-on aller ? Eh bien, c'est dans ce contexte que vont naître deux petites sondes modestes, par leur taille mais gigantesques par leur ambition. Leur mission affichée était claire. Aller là où aucune sonde n'est jamais allée. Franchir les ceintures de radiation, survoler les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et si elles survivaient, continuer leur voyage dans l'espace profond, au-delà des limites du système solaire. Mais derrière l'exploit technique et scientifique, ces sondes ont porté avec elles quelque chose de plus grand, parce qu'elles ont été les premières messagères de l'humanité vers les étoiles. Avec une plaque gravée décrivant qui nous sommes et d'où nous venons. Elles ont aussi offert à la science des découvertes cruciales sur les planètes géantes et sur les confins du système solaire. Et elles ont même donné naissance à un mystère de physique fondamentale, qui a fait trembler les certitudes des chercheurs pendant des décennies. Mais vous inquiétez pas, on y reviendra. Aujourd'hui, bien qu'elles soient silencieuses depuis longtemps, ces sondes continuent leur route dans le vide interstellaire. Et dans des millions d'années, elles erreront encore, peut-être croisées un jour par une autre intelligence. En un sens, elles sont devenues bien plus que de simples machines. Elles incarnent le geste audacieux d'une espèce qui refuse de rester confinée sur sa planète, et qui ose envoyer un signe, même minuscule, à l'univers entier. Aujourd'hui, on va parler de ces sondes qui, au premier abord, ne paient pas de mine, mais qui, en réalité, sont bien plus importantes que ça. On va parler de la prouesse technologique et scientifique des sondes Pioneer, et plus spécifiquement de Pioneer 10 et Pioneer 11. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Trop content de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude, je suis toujours content dans tous les cas. À l'heure actuelle, je publie 3 vidéos par semaine et bientôt 4. Vous allez me dire comment je fais ? Eh bien évidemment, il y a juste une équipe derrière qui est exceptionnelle. Évidemment, heureusement que je suis pas tout seul. Et du coup, moi j'ai une question qui est à quel rythme vous regardez mes vidéos ? Est-ce que c'est tous les soirs ? Est-ce que c'est une fois par semaine ? Est-ce que c'est... Ça dépend du sujet quand vous allez sur ma chaîne. Et donc moi j'ai une question, c'est est-ce que 4 vidéos, c'est pas de trop ? Parce qu'à chaque fois on me demande d'en faire plus, donc j'en fais plus. Et puis en même temps, moi ça me fait plaisir d'en faire plus parce que vous êtes toujours présents. Mais donc je me demande, est-ce que vous allez réussir à visionner 4 vidéos par semaine qui sont parfois très longues, parfois 1 heure ? Est-ce que ça vous va ou pas ? Voilà, si vous me dites oui, on y va et c'est parti. Juste avant aussi, également, j'ai envie de faire une petite FAQ qui arrivera bientôt sur la chaîne, j'en ai jamais faite. Donc c'est le moment. Donc si vous avez des questions à me poser, eh bien allez-y, posez-les en commentaire, je prendrai les meilleures et puis j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Enfin une prochaine vidéo. Sur ce, on se rate pas là-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien pensez-y. Ça coûte rien, c'est hyper motivant pour moi et c'est un boost. Et si vous n'avez pas encore liké la vidéo, eh bien pensez-y aussi. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne. Ça vous permet d'avoir des avantages exclusifs sur cette chaîne, comme avoir vos commentaires mieux répertoriés pour que je les vois plus facilement, ou même voir les vidéos en avant-première. Donc ça, voilà, c'est depuis un moment qu'il y a ça. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Et pour ça, merci beaucoup. Pour la rejoindre, vous pouvez scanner ce QR code-là. Il y a le lien en description et le lien en commentaire épinglé. Sur ce, je pense qu'on peut commencer. C'est parti. Avant de commencer, on va remettre un peu de contexte. Parce que, pour comprendre l'audace derrière Pioneer 10 et 11, il faut remonter à la fin des années 60 et au début des années 70. Là où l'humanité vivait alors à une époque unique. Un monde en pleine effervescence scientifique et technologique. Eh bien oui, à cette époque, tout avance à vitesse grand V. La conquête spatiale battait son plein, les soviétiques avaient envoyé le premier satellite, Sputnik, en 1957, puis le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961. De leur côté, les Américains avaient relevé le défi lancé par Kennedy, parce qu'en 1969, Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. L'humanité venait d'accomplir ce qui semblait jusque-là de la science-fiction. Mais après ce succès historique, une nouvelle question s'imposait. Que faire ensuite ? Eh bien oui, on avait beau avoir réussi à toucher le sol lunaire, le reste du cosmos restait un mystère total. Eh bien la NASA n'est pas restée sans rien faire. Parce qu'en parallèle, l'agence et les scientifiques du monde entier savaient qu'une fenêtre d'opportunité unique s'approchait. L'alignement rare des planètes géantes de notre système solaire. Et quand je dis rare, c'est rare.
D'après nos estimations, cet alignement ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Mais pourquoi s'intéresser à un simple alignement de planètes? Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, par cet alignement, il devenait possible de profiter de l'effet gravitationnel des différentes planètes pour les visiter à la suite avec une seule sonde. Et ça c'est fou, parce que la Lune c'est une chose, mais le système solaire, c'en est une autre. D'autant plus qu'à la fin des années 60, nos connaissances sur le système solaire étaient très limitées. À cette époque, Jupiter et Saturne étaient encore des mystères. On savait qu'elles étaient énormes et entourées de bandes nuageuses colorées. Mais à quoi ressemblait réellement leur atmosphère? Avait-elle un noyau solide? Des champs magnétiques? Ça, on n'en avait aucune idée. On pensait aussi que les ceintures de radiation, comme les ceintures de Van Allen, autour de la Terre, représentaient un danger mal compris. Et c'est ce qui faisait réellement peur. C'est l'inconnu, l'obscurité du système solaire. Parce qu'à ce moment-là, personne n'avait encore franchi l'orbite de Mars. On ignorait encore tout des vents solaires loin de la Terre, des champs magnétiques interplanétaires, et des limites de l'influence du Soleil. Et surtout, on ne savait pas si on pouvait envoyer une sonde au-delà de toutes les planètes, vers l'espace interstellaire. Eh bien, les sondes pionnières furent conçues pour répondre à ces grandes questions. Elles étaient à la fois des exploratrices et des éclaireuses. Tester la route, voir si c'était possible, pour ouvrir la voie à d'autres missions plus ambitieuses, comme les sondes Voyager 1 et 2 qui partiront quelques années plus tard. Mais construire une sonde capable de survivre à ce voyage relevait du pari fou. On parle quand même d'une époque où les ordinateurs étaient des mastodontes, moins puissants qu'une simple calculatrice de poche aujourd'hui, où les communications interplanétaires devaient se faire avec une technologie radio encore très médiocre. Mais surtout, à cette époque, les panneaux solaires étaient inutilisables si loin du Soleil. Il fallait donc miser sur des générateurs nucléaires, une technologie nouvelle et risquée. Mais le plus gros défi, c'était la durée de la vie de la sonde. Mais pourquoi? Eh bien, parce que le système solaire est grand, très grand. Et que pour juste en sortir, ça prend plusieurs années. Donc, sur le cahier des charges des sondes pionnières, il devait être noté en gros que la durée de vie prévue devait être de plusieurs années, au minimum. Et ce qui était un exploit pour une machine conçue à une époque où la plupart des satellites terrestres vivaient seulement quelques mois. Donc en résumé, Pioneer devait être simple, robuste et fiable. Une sorte de machine minimaliste, mais indestructible. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà de la science, Pioneer, c'est un geste symbolique. Parce qu'en réalité, il y avait aussi une dimension profondément humaine et philosophique dans cette sonde. Parce que, pour la première fois, on concevait une mission qui quitterait définitivement le système solaire, sans espoir de retour. Ça voulait dire une sonde lancée par l'humanité qui voyagerait pour des millions, voire des milliards d'années dans le vide interstellaire. Et là, un astronome et vulgarisateur visionnaire, Carl Sagan, a réussi à convaincre la NASA d'ajouter à ces sondes une plaque gravée portant un message à destination d'éventuelles civilisations extraterrestres. Une sorte de carte de visite cosmique expliquant qui nous sommes et où nous vivons. Ainsi, Pioneer ne serait pas seulement une mission scientifique, mais aussi le premier salut de l'humanité adressé à l'univers. Donc en fait, les sondes pionnières sont nées d'un contexte unique, à trois faces. Une phase scientifique, pour répondre aux grandes questions sur les planètes géantes et l'espace interstellaire. Une phase technologique, parce qu'il fallait repousser les limites des sondes spatiales en durée de vie et en robustesse. Et une phase plus philosophique, parce que quelque part, Pioneer, c'est inscrire un message dans l'univers, au-delà de toute frontière humaine. Elles incarnaient à la fois la curiosité scientifique, l'audace technique et le désir profond de laisser une trace dans le cosmos. Mais en fait, d'où vient ce nom, Pioneer? Eh bien, comme vous avez pu vous en douter, ce nom n'a pas été choisi au hasard. Ces sondes étaient littéralement les éclaireuses de l'humanité dans le vaste inconnu du système solaire. Leur mission n'était pas seulement d'explorer Jupiter et Saturne, mais aussi de prouver qu'on pouvait envoyer des engins au-delà de toutes les frontières connues, dans un territoire où aucun objet fabriqué par l'homme n'avait jamais mis les pieds. Et d'un point de vue calendrier, qu'est-ce que ça donne? Comme on l'a vu au début de la vidéo, il y a deux sondes Pioneer. Pioneer 10, lancée le 2 mars 1972 par une fusée Atlas Centaur, et dont l'objectif était d'atteindre Jupiter, puis continuer vers les confins du système solaire. Puis Pioneer 11, elle, a été lancée un an plus tard, le 6 avril 1973, avec un plan encore plus audacieux. Après Jupiter, viser une seconde planète géante, Saturne. Ces dates s'inscrivaient dans une période charnière. L'astronautique venait à peine de réussir la Lune. Et déjà, la NASA s'apprêtait à viser beaucoup plus loin. Et pour viser plus loin, il faut compter sur l'ingénierie.
Parce que d'un point de vue conception, ça veut dire que les deux sondes devraient survivre à des voyages de plusieurs années, sans possibilité de réparation ni de secours. Résultat, une architecture robuste, presque minimaliste, mais pensée dans les moindres détails. Imaginez un corps central, hexagonal, d'environ 3 mètres de diamètre. Une immense antenne parabolique de 2,74 mètres, tournée en permanence vers la Terre, qui dominait toute la sonde. 4 bras indépendants portant différents instruments scientifiques. Et le tout équilibré par une stabilisation par rotation sur elle-même, comme une toupie, pour assurer la stabilité sans avoir besoin de systèmes de contrôle trop complexes. Mais maintenant que cette architecture est montée, comment la propulser? Et c'est là qu'apparaît le pari nucléaire. Parce qu'à ces distances, les panneaux solaires deviennent inutiles. On est en fait beaucoup trop loin du Soleil pour les anciennes générations de panneaux solaires. Pioneer inaugurera donc une technologie clé, les RTG, pour générateurs thermoélectriques à radioisotope en anglais. Alors, comment ça marche? Eh bien en fait, on utilise des petites capsules de plutonium-238, dont la chaleur radioactive était directement transformée en électricité. Ce qui offre une puissance de départ d'environ 160 watts, l'équivalent de 2 ampoules modernes. Cette énergie devait suffire pour faire fonctionner tous les instruments, les communications et les systèmes de survie. Et ça, c'était une véritable révolution. Parce que sans RTG, aucune exploration au-delà de Mars n'aurait été possible, et ne serait possible aujourd'hui. Bien. Maintenant, on va voir un des derniers composants importants de ces impressionnantes machines, leur cerveau, ou plutôt leur ordinateur de bord. Parce que ce qui est fou, c'est que l'ordinateur embarqué était bien plus qu'une calculatrice moderne. En fait, les sondes ne pouvaient pas penser par elles-mêmes. Elles suivaient simplement des instructions transmises depuis la Terre. Et ça pouvait être très long, parce que les délais de communication pouvaient aller de quelques minutes à plusieurs heures, ce qui obligeait les ingénieurs à tout anticiper. C'était une mission qui reposait autant sur la technologie que l'ingéniosité humaine au sol. Un véritable bijou technologique. Mais un bijou tout de même sacrément complexe. Parce qu'il nous reste encore le plus gros défi lié à ces sondes, la communication. Et plus spécifiquement, la communication sonde-Terre. Mais pourquoi? Eh bien, parce que faire tourner une telle machine, il faut pas mal d'énergie, ou du moins, bien la répartir. Parce qu'on a vu que les sondes avaient à leur disposition environ 160 watts. Mais l'énergie accordée aux transmissions est ridicule. On parle de 8 watts seulement, l'équivalent d'une petite ampoule. Pourtant, grâce aux antennes géantes du réseau Deep Space Network présent sur Terre, on devrait être capable de capter un signal affaibli des milliards de fois. Pour donner une idée, recevoir un message de Pioneer, c'était comme entendre le souffle d'un insecte, à l'autre bout d'un stade. On va maintenant abandonner les mécanismes internes à ces sondes pour aller voir leur découverte, voir le résultat de leur aventure dans le système solaire. Mais avant même de révéler les mystères de Jupiter et Saturne, il faut savoir que Pioneer 10 et 11 avaient déjà marqué l'histoire. En fait, Pioneer 10 fut la première sonde à traverser la ceinture d'astéroïdes, prouvant de ce fait qu'elle n'était pas une barrière infranchissable. Mais elle fut aussi la première à s'annoncer au-delà de l'orbite de Mars, puis à se diriger normalement vers les confins du système solaire. Pioneer 11, quant à elle, reprit le flambeau avec un objectif encore plus audacieux. Utiliser Jupiter comme une sorte de lampe gravitationnelle pour s'élancer vers Saturne, ce qui constitue à l'époque une prouesse de mécanique absolument incroyable. Donc en gros, les Pioneers étaient de petites sondes frugales, mais avec une mission gigantesque. Tester pour la première fois les limites de l'ingénierie humaine. Elles n'ont pas seulement ouvert la voie aux grandes découvertes scientifiques, elles ont surtout prouvé que l'humanité pouvait se lancer dans l'exploration interplanétaire lointaine et survivre à l'inconnu. Après avoir décrit les prouesses techniques et les défis relevés par Pioneer 10 et 11, on pourrait croire que l'essentiel de l'aventure résidait déjà dans le simple fait d'atteindre ces destinations lointaines. Mais en réalité, ces sondes n'étaient pas que des démonstrateurs technologiques. Elles avaient avant tout des ambassadrices scientifiques. Parce qu'une fois lancées dans le vide interplanétaire, leurs instruments allaient se transformer en yeux et en oreilles de l'humanité, transmettant pour la première fois des données directes sur ces mondes que l'on ne connaissait jusque-là qu'à travers un télescope. C'est là que commence la véritable épopée scientifique de Pioneer. Des images inédites, des champs magnétiques mystérieux, des radiations inattendues, et même la découverte d'anneaux insoupçonnés. Donc quelque part, Pioneer 10 et 11 n'ont pas seulement ouvert la route, elles ont aussi relevé des paysages inconnus. Parce qu'au final, leur mission première était de rapporter des données inédites sur des régions de l'espace jamais explorées auparavant. Et leurs découvertes ont profondément changé notre compréhension du système solaire. Parce qu'avant Pioneer, les astronomes avaient une vision plutôt dramatique de la ceinture d'astéroïdes.
cette région située entre Mars et Jupiter, remplie de blocs rocheux. Beaucoup pensaient que cette zone était un véritable champ de mines cosmique, où une sonde risquait presque à coup sûr de se faire pulvériser par une collision. Mais Pioneer 10 fut la première à s'y aventurer en 1972, et le verdict est tombé. Oui, il y a des astéroïdes, mais ils sont extrêmement espacés, et le risque de collision est en réalité très faible. Résultat, Pioneer a ouvert la voie, prouvant que les sondes pouvaient voyager sans danger au-delà de Mars. Cette découverte a littéralement débloqué l'exploration du système solaire externe. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, sans Pioneer 10, les missions Voyager n'auraient peut-être jamais été tentées. Et après alors ? Eh bien, une fois la ceinture d'astéroïdes franchie avec succès, Pioneer 10 et 11 avaient prouvé que le voyage vers les confins du système solaire était possible. Mais leur véritable aventure ne faisait que commencer. Parce que, au-delà de ce champ de pierre, s'étendaient les géants de gaz. Jupiter et Saturne. Deux planètes immenses auréolées du mystère dont on ne connaissait alors que de vagues images floues, prises depuis la Terre. Pour la première fois, l'humanité allait plonger au cœur de ces mondes colossaux. Découvrir leurs tempêtes, leurs champs magnétiques titanesques et leur système de lunes et d'anneaux. Pioneer devenait ainsi nos yeux et nos oreilles dans des régions où aucun instrument n'avait encore osé s'aventurer. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a découvert grâce à ces sondes ? Eh bien, on va commencer tout de suite par Pioneer 10 et ses découvertes sur Jupiter. Et la première découverte sur la plus grosse planète de notre système solaire, c'est son atmosphère colossale et agitée. Lorsque Pioneer 10 a atteint Jupiter en 1973, après seulement une année de voyage spatial, ce fut la première fois que l'humanité voyait la planète géante de si près. Les instruments ont révélé une atmosphère chaotique et turbulente, dominée par l'hydrogène et l'hélium, avec des tempêtes gigantesques dont la plus célèbre est la Grande Tache Rouge. Et en observant de plus près, on a découvert que ces structures atmosphériques sont bien plus profondes et violentes qu'on l'imaginait. Mais même si cette découverte est déjà une révolution technologique et scientifique, ce n'est pas la plus surprenante. Non, une des grandes surprises a été de découvrir que Jupiter possédait des ceintures de radiation, encore plus intenses que celles de la Terre. Ce qui fait que les particules piégées par son champ magnétique formaient une zone assez large et extrêmement dangereuse pour toute électronique. Et ces données sont loin d'être inutiles. A l'inverse, elles ont été cruciales pour la préparation des missions futures comme Voyager ou Galileo, parce qu'elles ont permis de concevoir des sondes capables de résister à ce bain de radiation extrêmement puissant. Mais ce n'est pas tout, parce que Pioneer a aussi affiné notre connaissance des lunes de Jupiter, en particulier Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et même si les images n'étaient pas encore très détaillées, elles ont donné un premier aperçu de mondes complexes, bien plus intéressants que ce que l'on croyait. Et Pioneer 11, alors, qu'est-ce qu'elle a découvert ? Si vous vous en souvenez, en réalité, Pioneer 10 et 11 allaient toutes deux au même endroit, Jupiter. La seule différence est que Pioneer 10 s'est arrêté pour l'étudier, alors que Pioneer 11 a utilisé la force gravitationnelle de la géante gazeuse pour se propulser encore plus loin dans le système solaire, direction Saturne. En réalité, en poursuivant son aventure dans les tréfonds du système solaire, Pioneer 11 a été la première sonde à s'approcher de Saturne en 1979, après un voyage de si longues années. Et c'est là que la première découverte de Pioneer 11 a été enregistrée, ses anneaux. Alors, on savait que Saturne possédait ces célèbres anneaux, mais Pioneer 11 a révélé qu'ils étaient beaucoup plus complexes que prévu. Bon, déjà, on a découvert des anneaux supplémentaires, comme l'anneau F. Mais on a aussi réussi à mettre en évidence leur structure fine, directement causée par l'influence gravitationnelle et des lunes voisines. Donc en fait, pour visualiser Saturne, il faut changer un peu notre façon de voir la planète. Parce que Saturne n'était pas une simple planète avec un anneau, mais bien un système dynamique et très riche. Mais Pioneer 11 ne s'arrête pas à ça. Non, il y a autre chose. Quelque chose d'encore plus imposant que ces anneaux, son champ magnétique. Eh bien oui, en fait, les mesures de Pioneer 11 ont aussi montré que Saturne possédait un champ magnétique sacrément puissant. Et le plus fou, c'est qu'il semble être presque parfaitement aligné avec son axe de rotation. Cette observation a intrigué les physiciens sur des décennies, parce qu'elle défiait certains modèles de dynamo planétaires. Il faut savoir que la destination de ces sondes a rapporté beaucoup d'informations sur les planètes cibles. Mais il ne faut pas oublier que le voyage compte tout autant. Mais alors, qu'est-ce qu'on a appris pendant l'épopée de ces sondes à travers le système solaire ?
Eh bien, en quittant les régions planétaires, Pioneer 10 et 11 ont continué à enregistrer les interactions entre le vent solaire, c'est-à-dire le flux de particules éjectées par le Soleil, et les différents champs magnétiques planétaires. Et encore une fois, on ne fait pas ça au hasard, parce que ces mesures ont ensuite contribué à développer les premiers modèles globaux du vent solaire et de sa structure. Elles ont aussi permis de mieux comprendre les magnétosphères, qui sont des bulles protectrices autour des planètes et qui interagissent avec leur environnement spatial. Donc en fait, ces résultats ont jeté les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la météo spatiale. Un domaine essentiel pour protéger nos satellites et les astronautes. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est Pioneer 10 et 11 n'ont pas seulement été des pionnières technologiques. Elles ont dissipé les peurs liées à la ceinture d'astéroïdes, révélé Jupiter et Saturne sous un nouveau jour, et ouvert la voie à une compréhension moderne des champs magnétiques et du vent solaire. Et oui, rien que ça. Et en faisant tout ça, elles ont prouvé que l'exploration du système solaire externe n'était pas un rêve inaccessible, mais bien une réalité scientifique. Maintenant qu'on a vu les principales contributions et découvertes de ces sondes, j'aimerais revenir sur quelque chose d'assez particulier dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure. Je parlais du message laissé à l'univers, la plaque déposée sur Pioneer. Et c'est vrai ça. Pourquoi avoir fait ça ? Parce qu'il est clair que, dans l'imaginaire collectif, quand on pense à une sonde spatiale, on imagine des instruments scientifiques, des antennes, des moteurs. Mais les sondes Pioneer 10 et 11 transportaient quelque chose d'inattendu, un message gravé sur une plaque d'aluminium plaquée or, conçue pour être lisible. Et ce, par une éventuelle civilisation extraterrestre. Non, c'est pas une blague. C'est ce qui fait de ce geste une épopée à la fois scientifique et poétique, et l'une des pages les plus émouvantes de l'exploration spatiale. Mais d'où elle vient cette plaque ? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée vient de Carl Sagan, célèbre astronome et vulgarisateur américain, qui rêvait depuis longtemps de joindre un message à une sonde quittant le système solaire. Avec lui, Frank Drake, pionnier de la recherche astronomique et auteur de la fameuse équation de Drake. Et Linda Salzman Sagan, artiste et épouse de Carl Sagan, qui réalisa le dessin final. Leur défi était simple à dire, mais assez complexe à réaliser. Comment résumer l'humanité sur une seule image et la rendre compréhensible à des êtres qui ne partagent ni notre langage, ni notre culture, ni même notre biologie. Mais pour vraiment comprendre la plaque Pioneer, il faut la voir comme une véritable carte d'identité de l'humanité. Elle mesure 23 cm sur 15 cm et elle a été fixée sur la structure de chaque sonde. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Bon, déjà, il y a un homme et une femme, dessinés nus dans une posture neutre. L'homme lève la main, non pas comme un signe culturel, mais pour montrer clairement que nous avons des membres articulés et un langage gestuel. Les proportions des corps humains sont indiquées par rapport à la silhouette de la sonde qui est dessinée derrière eux pour donner une échelle. On retrouve ensuite la position de la Terre au centre d'une carte cosmique. On y voit la localisation du Soleil par rapport à 14 pulsars, des étoiles mortes qui émettent un signal très régulier, un peu comme un phare dans l'univers. Leurs fréquences caractéristiques sont inscrites, permettant en théorie à une civilisation extraterrestre de trianguler notre emplacement dans la galaxie. Et après cette carte céleste, on a le système solaire avec les 9 planètes connues. Et oui, 9 et non pas 8, parce qu'à l'époque, Pluton en faisait encore partie. Et on a aussi une flèche indiquant que la sonde est partie de la 3e planète, la Terre, en direction de l'extérieur. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là qu'on peut observer la silhouette de la sonde Pioneer, montrée donc derrière les humains, comme repère d'échelle et comme signature de la technologie humaine. Et enfin, tout en haut de la plaque, on voit la transition hyper fine de l'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers. Ça sert d'unité de mesure universelle, permettant de déchiffrer toutes les autres distances et proportions inscrites sur la plaque. En clair, c'est une carte d'identité de l'humanité, réduite à ses symboles les plus universels et compréhensibles possibles. Mais la mise en place de ce message a suscité de vifs débats. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne sait pas encore maintenant si c'est une démarche poétique ou risquée. En fait, les enthousiastes voyaient dans cette plaque un acte historique, le premier bonjour de l'humanité envoyé aux étoiles. Une preuve que, même en explorant scientifiquement, nous restons des êtres de culture et de poésie. Mais de l'autre côté, les sceptiques craignaient un risque. Et si en indiquant notre position précise dans la galaxie, nous attirions une civilisation hostile ? Carl Sagan lui-même répondait à ça avec humour. La probabilité que la plaque soit jamais trouvée est infinitésimale. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire qu'une autre civilisation existe. Et dans ce cas, ce serait de toute façon trop tard pour rester caché. Et au-delà du risque et de l'efficacité réelle, la plaque Pioneer
est devenu un symbole universel. C'est la première fois que l'humanité a laissé une trace volontaire destinée à l'espace interstellaire. Elle montre que même en construisant des machines sophistiquées, nous pensons aussi à notre place dans le cosmos. Et petite anecdote surprenante, elle a inspiré plus tard le Golden Record sur les sondes Voyager, encore plus ambitieux, qui contenait des sons, des musiques de la Terre. Donc en fait, la plaque Pioneer n'était pas seulement un morceau de métal, c'était un geste d'humanité. Elle disait au cosmos, nous existons, nous sommes conscients, et nous avons envie de partager notre existence avec d'autres intelligences. Mais si la plaque est restée un geste symbolique, les sondes Pioneer, elles, ont continué leur mission, scientifiquement bien réelle, voyageant toujours plus loin, jusqu'à atteindre la porte de sortie du système solaire, et d'en faire le premier pas dehors. Eh bien oui, les sondes Pioneer 10 et 11 ne se sont pas arrêtées après leur exploration de Jupiter et de Saturne. Une fois leur grande rencontre planétaire achevée, elles sont devenues les premiers objets construits par l'humanité à s'élancer vers l'espace interstellaire, en dehors du système solaire. Et en fait, elles n'avaient plus de mission précise à remplir, mais elles portaient avec elles quelque chose de beaucoup plus grand. L'idée que nos créations pouvaient quitter le système solaire et voyager vers les étoiles. Et chaque sonde a une nouvelle destination bien précise. Mais qu'en est-il exactement ? Eh bien, lancée plus tôt en 1972, Pioneer 10 a été la première sonde à franchir l'orbite de Neptune, c'est-à-dire la limite des planètes connues à l'époque. C'est donc depuis 1983 qu'elle a officiellement été déclarée comme le premier objet humain à quitter le système solaire, même si la définition précise de la frontière du système solaire reste débattue scientifiquement. Une fois sortie de l'influence du Soleil, sa trajectoire l'emmène dans la direction de l'étoile Aldébaran, dans la constellation du Taureau. Mais ce n'est pas la porte d'à côté. En réalité, cette étoile se situe à environ 65 années-lumière. Ça veut dire qu'un photon, qui est la particule élémentaire de la lumière, mais aussi la particule la plus rapide connue dans l'univers, va mettre 65 ans pour aller de la Terre à l'étoile Aldébaran. Mais voilà, nos sondes ne vont pas à la vitesse de la lumière, loin de là. Et ça veut dire que pour faire ce trajet Terre-Aldébaran, il faudra à Pioneer 10 environ 2 millions d'années. Elle continuera à porter la plaque, comme une bouteille à la mer cosmique. Sa sœur, Pioneer 11, lancée 1 an plus tard, a suivi une trajectoire différente. Après son survol de Saturne, aujourd'hui elle se dirige vers la constellation de l'Aigle, qui est encore plus loin que l'étoile Aldébaran, et elle va très vite. En fait, elle se déplace à environ 11 km par seconde. Mais là encore, son destin est aussi funeste. Elle est condamnée à flotter dans le vide interstellaire pour des millions d'années. Quand on prend un peu de recul, ces deux sondes sont devenues nos ambassadrices involontaires, se dirigeant vers des régions de l'espace où aucune mission humaine n'ira avant très, très longtemps. Mais comment on sait tout ça ? Eh bien oui, à mesure que les sondes s'éloignaient, il devenait de plus en plus difficile de communiquer avec elles. Pour Pioneer 10, la NASA a continué à capter son signal jusqu'au 23 janvier 2003. Un dernier bip faible, détecté à plus de 12 milliards de kilomètres de la Terre. Depuis, silence total. Plus aucune nouvelle. On ne sait pas ce qu'elle fait, où elle est, ni même si elle est toujours opérationnelle. Pioneer 11, quant à elle, avait cessé d'émettre bien plus tôt. Son dernier contact date du 24 novembre 1995, alors qu'elle était déjà à plus de 6 milliards de kilomètres. Ces derniers signaux avaient quelque chose de presque émouvant, comme le dernier souffle d'une voix humaine, qui s'éteint lentement dans l'immensité du cosmos. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette perte de signal ? Eh bien, même après la fin des communications, les sondes continuent leur route, et elles ne s'arrêteront jamais. Elles sont désormais des témoins silencieux de notre existence, filant à travers le vide interstellaire. Parce qu'au fond, Pioneer 10 et 11, ce sont nos premiers pas hors de notre berceau cosmique. Mais si ces sondes sont devenues des symboles d'exploration et d'espoir, elles ont aussi laissé derrière elles un mystère intrigant, une anomalie gravitationnelle qui a longtemps dérouté les scientifiques. Et c'est là que commence un véritable polar scientifique. Un mystère cosmique qu'on ne comprend pas. On l'appelle l'anomalie Pioneer. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Imaginez la scène. Les deux sondes, Pioneer 10 et 11, quittent le système solaire. Leur trajectoire est calculée avec une précision extrême, grâce aux lois de Newton et d'Einstein. À cette distance, chaque millième de degré de déviation compte. Or, à la surprise des chercheurs, quelque chose clochait. En fait, dans les années 80-90, les ingénieurs de la NASA remarquent un phénomène pour le moins inattendu. Les deux sondes semblent subir une légère décélération. Elles ralentissent, comme si une force invisible les retenait. Et on a réussi à quantifier cette petite force supplémentaire agissant sur les sondes.
Elle agit environ 8,7 x 10 exposant moins 10 mètres par seconde au carré. Dit comme ça veut pas dire grand-chose. Alors comparons avec la Terre. Sur Terre, la gravité nous attire vers le sol à 9,8 mètres par seconde au carré. L'anomalie Pioneer, c'est donc 10 milliards de fois plus faible. C'est comme si vous vouliez peser une fourmi, mais que votre balance était assez sensible pour détecter le poids d'un seul grain de poussière posé sur elle. Ou encore, c'est comme si on essayait de remarquer qu'une voiture lancée sur l'autoroute ralentit de moins d'1 centimètre par seconde, toutes les années-lumière. Mais malgré cette petitesse extrême, les antennes et les horloges cosmiques utilisées pour suivre les sondes étaient si précises qu'elles ont pu repérer ce ralentissement invisible, indétectable. Mais alors, à quoi c'est dû ? Eh bien, devant l'inexplicable, l'imagination des chercheurs et du public s'est emballée. Est-ce que c'est une nouvelle physique ? Peut-être que les lois de Newton et d'Einstein ne sont pas tout à fait exactes à grande échelle. Auquel cas, il faudra repenser notre compréhension des grandes structures de l'univers. Peut-être même qu'il faudrait envisager une modification de la relativité générale. Ou pire, peut-être qu'il faudra admettre une cinquième force inconnue. Certains ont même suggéré que les sondes auraient pu rencontrer une forme diffuse de matière invisible qui les freinait. Et bien sûr, quelques hypothèses plus farfelues, comme une influence extraterrestre. Pendant des années, cette énigme a alimenté les débats. Beaucoup espéraient que l'anomalie Pioneer soit le signe d'une nouvelle découverte fondamentale en physique. Mais on n'a rien. Pourtant, les scientifiques sont patients. Plutôt que de sauter aux conclusions, ils se sont lancés dans un travail titanesque. Ils ont décortiqué des décennies de signaux radio, envoyés par les sondes. Chaque décalage de fréquence, chaque infime variation a été scruté. Il a finalement fallu prendre en compte tous les effets possibles. Gravité des planètes, pression des vents solaires, rayonnement cosmique, micro-impact de poussière, mais il faudra attendre les années 2000-2010 pour entrevoir une réponse. Parce que, grâce à l'émergence de meilleurs ordinateurs, les modèles plus détaillés ont pu être créés. Et petit à petit, une explication originale, mais géniale, a émergé. Mais alors, laquelle ? Qu'est-ce qui a causé ce léger ralentissement ? Eh bien en fait, la clé du mystère résidait dans la source d'énergie des sondes, les RTG qu'on a vu tout à l'heure, les générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Parce que comme on l'a vu, ces générateurs produisent de l'électricité grâce à la chaleur issue de la désintégration du plutonium. Mais cette chaleur doit être évacuée sous forme de rayonnement infrarouge. Et il est là le problème. L'évacuation n'était pas parfaitement symétrique. Une partie de la chaleur était réfléchie sur l'antenne parabolique et envoyée dans une direction préférentielle. Résultat, comme une minuscule poussée de fusée, ce rayonnement thermique crée une force résiduelle vers l'avant, exactement du même ordre de grandeur que l'anomalie. Et pour en avoir le cœur net, en 2012, une équipe internationale a confirmé par modélisation et analyse des données que l'intégralité de l'anomalie pouvait s'expliquer ainsi. D'une certaine façon, l'histoire de l'anomalie Pioneer est un exemple parfait de ce qu'est la démarche scientifique. Rien n'est laissé au hasard. Même un effet thermique d'une puissance équivalente à une ampoule domestique sur une sonde à des milliards de kilomètres peut avoir une influence détectable. Les chercheurs ont envisagé des hypothèses audacieuses, comme la naissance d'une nouvelle physique ou la matière noire. Mais ils n'ont pas négligé les explications plus simples. Et ils ont bien fait, parce que la patience a payé. Il aura fallu près de 30 ans pour résoudre l'énigme, montrant à quel point la science est un travail collectif et de longue haleine. Finalement, ce n'était pas une révolution cosmologique, mais une victoire de la précision et de la méthode. Donc s'il y a un élément à retenir sur l'anomalie Pioneer, c'est que même les petits détails comptent. Que nos instruments peuvent détecter des forces quasi infimes et qu'avant de bouleverser les lois de la physique, il faut d'abord vérifier toutes les causes possibles. C'est une leçon d'humilité et de rigueur, mais aussi de belles histoires de science vécues un peu comme une enquête policière. Quelque part, l'anomalie Pioneer avait fait espérer une nouvelle physique. Un secret caché dans les lois de la gravitation. Mais la vérité s'est révélée beaucoup plus banale. Un effet thermique. Certains y ont vu une déception, mais en réalité, ce n'était qu'un détail au regard de l'immense portée de ces sondes. Parce que Pioneer, ce n'est pas seulement une anomalie ou une suite de chiffres. C'est le premier pas de l'humanité vers l'infini. Et pour comprendre ce qui a permis de faire Pioneer, il faut remonter le temps. Revenir là où Pioneer n'existait pas. Et se rendre compte de tout ce que ce programme a engendré. Bon déjà, Pioneer c'est le principal prototype des voyages interstellaires. Avant Pioneer, les missions spatiales se limitaient à notre voisinage immédiat, Lune, Mars, Vénus. Mais avec Pioneer, on a changé d'échelle. Pioneer 10 a franchi la ceinture d'astéroïdes, Jupiter, puis l'orbite de Neptune. Ce qui a fait d'elle la première sonde humaine à quitter le système solaire. Un bijou technologique qui a inspiré bon nombre d'autres sondes.
De son côté, Pioneer 11 a osé le grand détour par Saturne, ouvrant la voie aux missions de reconnaissance multiples. En fait, sans ces deux sondes pionnières, il n'y aurait tout simplement probablement jamais eu de voyage. Et sans Voyager, pas de New Horizon vers Pluton, ni d'ambition actuelle de voile solaire. On peut dire que Pioneer a servi de cobaye cosmique. Il a testé la navigation, les communications, les générateurs, la résistance des instruments. Bref, il a montré que l'humanité pouvait oser sortir de son berceau. Mais ce n'est pas tout. Alors, quels autres héritages garde-t-on de Pioneer ? Eh bien déjà, on a les héritages techniques, avec les RTG notamment le feu nucléaire pour explorer le froid cosmique. Eh bien oui, parce que le Soleil devient une bougie éteinte, dès qu'on s'éloigne de quelques milliards de kilomètres. Ça veut dire que les panneaux solaires ne suffisent plus. Pioneer a démontré qu'on pouvait compter sur les RTG, qui transforment la chaleur de la désintégration nucléaire en électricité. Et si je parle d'héritage, c'est parce que c'est précisément cette technologie qui alimente encore aujourd'hui Voyager 1 et 2, toujours active après presque 50 ans. Pareil pour le rover Curiosity sur Mars ou la future mission Dragonfly vers Titan. Donc en fait, sans RTG, toute l'exploration du grand froid interplanétaire serait littéralement impossible. Mais ce n'est pas tout. C'est vrai que les RTG sont une révolution en soi, mais il ne faut pas oublier un autre héritage technique, extrêmement important. Peut-être le plus important de tous, les communications longue distance. Imaginez capter un signal de quelques watts, pas plus fort qu'une ampoule de poche, et qu'il a traversé des milliards de kilomètres. Ça a été rendu possible par le Deep Space Network, ce réseau d'antennes géantes réparties sur Terre. Les techniques mises au point pour entendre Pioneer sont encore utilisées pour écouter Voyager, et elles seront cruciales pour les futures missions interstellaires en cours de conception. En clair, Pioneer a prouvé que nous pouvions tenir un fil fragile, mais solide, entre l'humanité et une machine perdue dans l'océan cosmique. Est-ce qu'il y a d'autres types d'héritage laissés par Pioneer ? Eh bien oui. Ici, en l'occurrence, l'héritage symbolique et culturel. Parce que oui, si Pioneer restait dans les mémoires, ce n'est pas seulement pour cette technologie. C'est aussi parce qu'elle apportait avec elle une dimension symbolique et philosophique unique. Déjà, avec la plaque que nous avons analysée tout à l'heure, le tout premier message physique envoyé à d'éventuelles civilisations extraterrestres. Un bonjour gravé en aluminium plaqué or, destiné à survivre des millions d'années. Mais surtout, ce programme a comme débloqué une nouvelle perspective. Pour la première fois, nous avons cessé de voir la Terre comme un centre, et commencé à la voir comme un point parmi d'autres, lancé dans l'immensité. En un sens, ces sondes sont devenues des ambassadrices de l'humanité. Et même si aucun extraterrestre ne lira jamais la plaque, l'acte d'avoir gravé ce message dit déjà quelque chose de nous. Nous ne sommes plus confinés sur notre petit caillou flottant dans le système solaire. Nous osons dialoguer avec l'univers. En résumé, l'héritage des sondes Pioneer est triple. Il est avant tout scientifique parce qu'elles ont ouvert les portes de l'exploration planétaire et interstellaire. Mais, de ce fait, les avancées technologiques associées ont révolutionné le voyage spatial, en validant notamment des outils indispensables comme les RTG, la communication longue distance, la navigation et bien d'autres aspects. Et enfin, il est symbolique, parce que ces sondes sont devenues un geste universel, un miroir tendu à l'humanité. Elles ne sont plus qu'un point invisible dans l'espace, mais leur nom reste gravé dans notre mémoire collective. Pioneer, ce n'était pas seulement 2 sondes, c'était la preuve que l'humanité pouvait écrire ses premières lignes dans l'histoire cosmique. Mais maintenant, on va regarder loin, très loin dans le futur. Et si vous voulez imaginer l'avenir lointain, commencez à visualiser ceci. Dans 1 million d'années, la Terre aura complètement changé de visage. Les continents auront dérivé, nos villes auront disparu. Les montagnes auront été rabotées par l'érosion. Peut-être même que notre civilisation aura été remplacée par une autre. Et pourtant, quelque part dans les confins de la galaxie, 2 petits objets métalliques continueront leur route, sans carburant, sans moteur, juste portés par l'élan initial que nous leur avons donné. Les 2 objets, ce sont Pioneer 10 et 11. Ils seront alors parmi les seuls témoignages matériels de notre existence, survivant à toutes nos constructions, à nos monuments, à nos technologies actuelles. Imaginez dans un futur où les pyramides elles-mêmes se seront effacées. Pioneer sera toujours là, portant une plaque gravée, vestige d'une humanité qui, un jour, a levé les yeux vers le ciel et a dit « Nous existons », ou au moins « Nous avons existé ». En un sens, les sondes Pioneer jouent le même rôle que les peintures rupestres de Lascaux ou les statues de l'île de Pâques. Ce sont les traces, des signes laissés derrière nous, dans l'espoir que quelqu'un, un jour, les interprète. Pioneer n'était que le premier pas. Mais grâce à elle, nous rêvons aujourd'hui de projets encore plus fous. Et un des projets les plus audacieux, qui est dans la continuité directe de Pioneer,
c'est Breakthrough Starshot. Mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement l'idée la plus ambitieuse du moment. Elle consisterait à envoyer une flotte de mini-sondes, chacune pas plus grande qu'une carte bancaire, propulsées par des voiles solaires géantes, éclairées par des lasers ultra puissants, et lancées depuis la Terre. Et d'après nos estimations, ces micro-sondes pourraient bien être les objets les plus rapides jamais créés par l'homme. Ici on parle d'atteindre une vitesse de croisière d'environ 20% de la vitesse de la lumière. C'est juste colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, 20% de la vitesse de la lumière, c'est 215 850 569,76 km/h. Et leur destination, eh bien, c'est Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre système solaire. Bon, elle se situe quand même à 4,2 années-lumière, mais elle reste la plus proche. Et là, vous vous demandez sûrement combien de temps il faudra aux sondes pour rejoindre le système Proxima, se situant encore une fois à 4,2 années-lumière, en se déplaçant à une vitesse correspondant à 20% de la vitesse de la lumière. Eh bien, il ne leur faudrait qu'environ 20 ans. Ouais, vous avez bien entendu. Seulement 20 ans pour aller à 4,2 années-lumière. Alors on s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais ce serait une véritable révolution d'échelle. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, Pioneer met des millions d'années pour atteindre une autre étoile. Alors Starshot espère le faire en une seule génération humaine. Et ça c'est fou. Bon. On a vu Breakthrough Starshot, mais est-ce qu'il existe d'autres projets d'exploration à l'étude de ce moment? Il y a par exemple les sondes interstellaires à fusion nucléaire. Ce concept a été imaginé dans les années 70 et où, comme son nom l'indique, on utiliserait des réactions de fusion nucléaire pour propulser des engins énormes. Et pourquoi pas transporter une partie de l'humanité à travers la mer cosmique gelée. On a aussi les missions Interstellar Probe, qui sont à l'étude. Et ce serait comme une Pioneer 2.0. En fait, la NASA réfléchit à une sonde qui irait officiellement hors du système solaire dans les prochaines décennies, reprenant l'esprit de Pioneer, mais avec les moyens technologiques modernes. Mais au final, le plus grand héritage de Pioneer, c'est peut-être cette idée. Cette idée qui dit que nous ne sommes plus confinés à notre planète, ni même à notre système solaire. Alors oui, c'est bien beau de rabâcher cette phrase, mais au fond, qu'est-ce que ça a changé pour l'humanité? Eh bien, on va faire simple. On va simplement comparer la période de lancement de Pioneer 10 et aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien qu'en 1972, nous étions encore une civilisation naissante, qui venait juste de marcher sur la Lune. Mais qu'aujourd'hui, grâce à Pioneer, Voyager et leurs héritiers, on se met à penser comme une civilisation galactique. Et mine de rien, ça change tout. Nos projets d'avenir, de colonisation, d'exploration, ou simplement de voyage, s'ancrent dans une réalité scientifique fondée. Un peu comme nos récits de science-fiction, qui s'appuie désormais sur des faits de plus en plus concrets. Mais surtout, Pioneer a remis l'humanité à sa place. Et nous avons appris ce qu'était notre planète. Un minuscule point bleu. Un petit grain de sable dans un océan vide, froid et parfois hostile, s'étendant à perte de vue. En définitive, Pioneer pose une question presque philosophique. Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Parce que, dans tous les cas, si nous disparaissons, Pioneer continuera d'exister. Peut-être qu'un jour, une autre espèce, humaine, extraterrestre ou même artificielle, la trouvera. Et elle saura, l'humanité était là, sur ce minuscule bloc de roche dérivant dans les confins du cosmos. Une sorte de preuve à notre civilisation. Et si nous survivons et prospérons, Pioneer sera notre première empreinte dans l'histoire galactique. Un petit caillou blanc laissé sur le chemin, pour se rappeler d'où nous venons. Dans les deux cas, Pioneer dépasse sa simple fonction technique. C'est une trace éternelle de l'humanité. Enfin, si elles sont toujours en vie. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il restera des sondes Pioneer dans 1 million d'années? Eh bien pas grand-chose. Du moins, pas grand-chose de matériel. Peut-être des coques métalliques glacées, un peu de poussière cosmique accrochée à leurs flancs. Mais leur signification, elle, restera immense. Parce que Pioneer n'était pas seulement une machine. C'était un premier souffle. Une première étincelle. Un jour, quand nos descendants voyageront de planète en planète, comme on prend aujourd'hui le train, ils se souviendront que tout a commencé avec 2 petites sondes fragiles, parties presque à l'aveuglette. Et si elles croisent un jour une autre civilisation, Pioneer sera notre premier mot dans le grand livre de la galaxie. Une première inscription qui dirait quelque chose comme « Bonjour, nous sommes les humains. Et nous avons commencé à voyager. » Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets 2 autres vidéos ici, choisissez celle que vous préférez. Et sinon, je vous mets aussi ma chaîne divertissement là, que vous pouvez visiter si vous savez pas. Je fais aussi du divertissement, donc en mode humour, sans prise de tête. Et vous allez voir, c'est très drôle, on fait des grosses productions, on fait aussi des vlogs. Donc vous allez voir, rien à voir avec cette chaîne, j'ai vraiment 2 personnalités différentes, c'est très drôle. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Zaburlos, à bientôt.